sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Wabuna, la synergie nationale des jeunes cadres et l'appel des neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. La vie est courte et il ne faut pas la compliquer. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine. Mais petit changement dans le programme. Aujourd'hui, nous ne commencerons pas par le focus actu, mais nous commencerons par le focus invité. Parce que la personne que nous recevons est d'un calibre assez important. Mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre fidélité renouvelée. Vous êtes bien évidemment sur Focus on Air, votre émission d'analyse, de décryptage, de commentaires, mais aussi votre plateforme de visibilité en matière d'écoute et de promotion. Alors, pour le focus invité du jour, nous avons l'honneur de recevoir un cadre supérieur de l'école professionnelle de l'hôtellerie internationale du groupe Accor France, un ancien directeur général des hôtels Oliconia, un ancien directeur aussi de la chaîne intercontinentale Sofitel, un ancien directeur de l'hébergement du groupe Méridien Rendaman, ancien directeur commercial, de la gestion de la formation, de la mise en place des standards et des ouvertures des structures privées. C'est un ancien fonctionnaire de l'État affecté au ministère du Tourisme. Il est retraité aujourd'hui mais demeure dans les affaires financières. Il est le propriétaire du fast-food Beverg, voilà, à l'Équateur, situé après le bâtiment de la CNSS, juste en face de l'immeuble Gabon Télécom, mais aussi propriétaire de la salle de fête que nous appelons Beaulieu. Nous recevons ici Monsieur Onanga Idjoumé Edgar Victorin Dubonheur, que nous saluons. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à notre émission. Je vous en remercie. C'est un honneur de pouvoir vous recevoir sur ce plateau. L'honneur est partagé. Et la présentation que nous avons faite de vous succinctement, elle vous sied? Oui, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfait, on peut commencer. D'accord, c'est parfait et on peut commencer. Nous sommes avec Monsieur Onanga Idjoumé afin de débattre de la thématique suivante: compétitivité de l'hôtellerie gabonaise dans la nouvelle dynamique économique de la 5e République. De par son statut de directeur à plusieurs reprises dans des structures hôtelières de la capitale, mais aussi du point de vue du point de vue continental ou régional encore, allais-je dire. Donc nous voulons débattre avec lui de cette thématique. Alors monsieur Onanga, plein pied comme ça, comment décrivez-vous comment avez-vous décrit, pouvez-vous nous décrire autant pour moi votre vision sur les objectifs que vous aviez lorsque vous avez été nommé par exemple directeur général des hôtels Eliconia? Quelle était votre vision? Eh bien écoutez, à l'époque où j'ai pris mes fonctions au sein des hôtels Eliconia, ma mission était de reformer et de redonner de la crédibilité à ces établissements publics. Très bien. En améliorant progressivement
la qualité de service et en structurant la gestion interne. D'accord. Mais soyons lucides. J'opérais dans un contexte institutionnel très contraint, avec un manque de moyens, une faible autonomie de décision et des lenteurs administratives que vous devez connaître, qui sont vraiment très chroniques. Cependant, cette expérience m'a permis de mesurer à quel point l'hôtellerie, qu'elle soit publique ou privée, ne pouvait rester compétitive sans en établir un véritable pilotage stratégique et des moyens adéquats. Alors, Monsieur Idjoumen, vous étiez ancien directeur et coordonnateur général des hôtels Heliconia. Heliconia, merci pour la précision. Alors, c'est connu de tout le public que les hôtels Heliconia ont souffert des coupures intempestives d'eau et d'électricité récurrentes. Et c'était dû notamment à des impayés des factures de la SEEG. Alors, selon vous, quelles étaient les principales raisons institutionnelles ou encore des défaillances de ce constat amer? Non, ce n'était pas forcément dû à des manques de paiement. Non. Parce qu'à l'époque, nous avions une présidente dont je tais le nom, qui était très efficace et qui était aussi du métier. D'accord. Donc les choses se passaient bien. Cependant, ces coupures étaient le reflet d'un problème plus profond. D'accord. Un déficit chronique de gouvernance des procédures budgétaires trop rigides. D'accord. Et un manque total de culture de la performance économique. La chaîne de décision était trop longue, avec peu de marge de manœuvre pour les gestionnaires sur le terrain. Cela a renforcé ma conviction qu'un hôtel doit être géré comme une entreprise privée avec une anticipation. Il faut anticiper, il faut être réactif, il faut avoir la maîtrise de ses charges. Et tous ces points n'étaient pas remplis pour que la gestion soit efficace au sein des hôtels. Tout à fait. D'accord, donc de là, comme ça, on voit que vous avez commencé à lancer les prémices de l'évaluation de l'efficacité de la gestion interne en termes de maintenance, de factures et du personnel. Alors, par rapport aux attentes d'un groupe hôtelier moderne, comment évaluerez-vous donc l'efficacité? Très honnêtement, je vous dirais que nous étions loin des standards de gestion. Wow. Nous étions très loin des standards de gestion. Quand l'hôtel Heliconia faisait partie d'une référence en matière d'hôtellerie au Gabon et sous la sous-région. Oui, au niveau national. Au niveau national, on peut dire que c'était moindre. C'était déjà... On avait atteint un certain niveau, sauf que pas au niveau des standards internationaux. D'accord, très bien. Donc il fallait beaucoup de travail. Et l'absence d'outils numériques de gestion, de maintenance, est essentiellement curative, parce qu'il fallait que ce soit préventif, mais pas curatif. Très bien. Donc c'était curatif. Donc on devait adopter une gestion d'anticipation et non de réaction. Voilà, tout à fait. Très bien. Et cela a fait que les facturations et tout ce qui s'ensuit n'était pas suivi. Et vraiment, c'était un handicap sérieux. Donc, pour vous, en réalité, pour mieux évaluer l'efficacité de la gestion, c'est l'anticipation. Absolument. Il faut prévoir. Pour commander, il faut commander, c'est prévoir. Super. Commander, c'est prévoir. Quand on ne prévoit pas, on n'a pas les résultats escomptés. Effectivement, gouverner, c'est prévoir, et diriger aussi, c'est prévoir. Alors, monsieur Idjoumen, avec la décision gouvernementale, notamment boostée par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à ouvrir les structures étatiques à des opérateurs privés,
comme les Liconia, par exemple. Comment donc ce genre d'hôtel-là, comme les Liconia, pourrait-il rester compétitif face à la concurrence du privé? Et je vais d'abord souligner un petit point. D'accord. Je dirais que normalement, l'État n'a pas vocation à être hôtelier. D'accord. L'État n'a pas vocation à être hôtelier. Il faut laisser ce point aux professionnels du métier. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui fait que quand nous prenons ces hôtels, il y avait pas mal de... Ce qui justifie, par exemple, la contrainte abusive, la marge de manœuvre peu identifiée, par exemple, les décisions qui sont limitées, dont vous n'avez pas l'autorité suprême dans la gestion et la gouvernance, c'est cela un peu, ces éléments? Oui, en réalité, les hôtels et l'Iconia n'étaient pas compétitifs. D'accord. La seule perspective réaliste était leur transformation ou leur ouverture à un partenariat public-privé. Privé, exactement. Bien encadré. Bien encadré, un partenariat public-privé bien encadré, avec un opérateur privé ayant une véritable expertise. Expertise dans le domaine de l'hôtellerie. Voilà, fallait vraiment ça, or que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, il est fondamental que l'État se désavantage des opérations privées, des gens en place qui, eux, ont investi et sans aide, ont créé des emplois et tiennent bon jusqu'à présent, malgré toutes les vicissitudes qu'on rencontre. Qu'on peut rencontrer. Donc, il faut vraiment que l'État se prédispose de cela et que les professionnels qui ont fait leurs preuves, mais qui sont, je dirais, quelque sorte handicapés, parce qu'ils ne reçoivent rien des banques, par exemple. Les banques sont... le taux d'intérêt est très élevé. Et ce qui fait que même la main-d'œuvre, enfin les investisseurs, si on peut les appeler comme ça, locaux, sont bloqués pour pouvoir travailler dans ce secteur. Parce que c'est quand même suffisamment coûteux. Donc, pour permettre aux hôtels comme Liconia de demeurer compétitifs, vous nous proposez ici que la gestion soit sous la main des personnes qualifiées, connaissant le domaine de l'hôtellerie. Et donc, l'État continue d'ingérer dans la gestion de ces établissements. Alors, monsieur, compte tenu de l'obsolescence, on peut dire ça comme ça, ou encore de la disparition ou de la limite des structures de formation et de travail dans le secteur de l'hôtellerie, quelle initiative, vous, monsieur Onanga, avez-vous mise en œuvre pour améliorer la compétence du personnel, par exemple? Il faut dire qu'à l'époque, nous avions fait de notre mieux avec les moyens disponibles. Les formations internes, la sensibilisation à la relation clientèle. Super. Mais cela restait très limité. Très limité toujours. Cela restait très limité. Le problème est structurel. D'accord. Le Gabon a besoin, et un besoin urgent, et d'un vrai plan national de formation pour les métiers de tourisme et de l'hôtellerie. Il faut un plan de formation, ça c'est nécessaire, ça n'existe pas. Et si bien qu'on prend les gens dans le tas et on les injecte dans un secteur qu'on croit libre. qu'on croit accessible à tout le monde. Or que c'est un métier. C'est un métier, il faut vraiment que les gens soient formés, il faut que l'État s'en occupe, et c'est vraiment le rôle de l'État. Donc en plus de la gouvernance qui doit mais cependant, je plaide pour la modernisation des centres de formation. Très bien. Existant à la création des filières professionnalistes adaptées aux besoins du terrain. Exact. Et pourquoi ne pas se servir, par exemple, des hôtels existants comme plateau technique pour les formations? Pourquoi ne pas s'adresser comme le Radisson Blu, comme le Nomade, tout ça? Pourquoi ne pas faire une,
les sites d'immersion, voilà, de formation. Exactement. Et se servir de ces gens qui sont des professionnels, qui sont habitués, qui sont là depuis des trentaines d'années. Et vraiment, ce serait plus productif. Parce que je vois, par exemple, il y a le centre Ondimba. Très bien. Mais c'est sectoriel. Ce n'est pas vraiment bien dirigé sur le tourisme. C'est sectoriel, c'est des programmes. Et puis, c'est vrai que la base, parce que on ne commence pas une maison par le toit. Très bien. On ne commence pas certainement une maison par le toit. On commence par le sous-bassement. Et si le sous-bassement est raté, monsieur, votre maison est ratée. La maison va écrouler. Ouais. Voilà, donc les gens les projettent, ils sont directeurs généraux, ils sont directeurs d'hôtel, mais il n'a jamais fait d'hôtel. Le gars, il n'a pas de formation, il devient directeur. Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Ce n'est pas possible. Et donc, c'est ce qui justifie les gestions bancales, par Mais bancales, tout à fait, parce que là, ils mêlent les cousins, ils mêlent les tantes, alors on envoie les gens avec des salaires énormes, et tout ça, exorbitants, sans qu'on tienne compte de la convention collective. Donc là, ça devient du coquin. Ça devient du coquin. Voilà, exactement. Et donc, merci vraiment pour ce partage d'expérience que vous nous livrez aujourd'hui sur le thème de la compétitivité de l'hôtellerie gabonaise dans la nouvelle dynamique de la 5e République. C'est la thématique dans laquelle nous débattons avec M. Onanga Edgar, ancien directeur général et coordonnateur des hôtels Eliconia. Alors, quand on parle d'hôtellerie, on parle aussi du service client. Et quand on parle du service client, en réalité, on parle de standards. Et donc, monsieur, en quoi le service client et les standards des Heliconiens étaient alignés ou non avec les attentes du marché international, mais aussi régional? Écoutez, il existait un décalage important avec les attentes de la clientèle. Très bien. Internationale et régionale. Faute de moyens, de formation et de culture commerciale. Faute de moyens et de culture commerciale. Nous n'étions pas au niveau des standards internationaux. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hôtels privés gabonais luttent pour atteindre ces standards. Super. Ils luttent pour atteindre ces standards. Quelle est la raison? Il faut bien la trouver. Oui. OK. Alors, ils luttent pour atteindre ces standards. Et ces standards, faute de soutien financier ou fiscal, attention, financier ou fiscal, parce que il ne faut pas que le fisc tue le fisc. Très bien. Il ne faut pas que le fisc tue le fisc. Et regardez un peu au niveau de la TVA. Très bien. OK. Taxe de la valeur ajoutée. Mais elle est excessive pour les hôtels. Ils ne peuvent pas tenir. Aujourd'hui, j'ai lu quelque part qu'ils ont baissé et même annulé pour 2 mois le visa. Septembre, je crois, juillet et septembre. C'est un bon acte, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Parce que les coûts sont trop élevés. Imaginez-vous, les gens se plaignent, ils se disent, bon, les Gabonais partent plutôt en Europe. Mais quand tu calcules pour partir en Europe, c'est moins cher que quand tu vas à l'intérieur du pays. Wow. Or, nous avons un pays super. Nous avons tout à voir. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas 6 mois, 4 mois, j'ai été ouvrir l'hôtel de Tchibanga, le relais de la Nyanga. Mais j'ai vu des choses énormes. J'étais stupéfait. C'est inimaginable. Nous avons un beau pays. Mais on ne peut pas y aller. Encore là, c'est bien parce que la 5e République s'occupe dorénavant des routes. Mais c'est inaccessible. Il faut que les gens... Bon, on a pris les bus. Vous avez vu les bus qui étaient au niveau de, je crois, de 2012 pour la Cannes. Ces bus-là. Oui. Mais ils ne sont pas adaptés aux routes. Aux routes, exact. Vous voyez? Donc c'est impossible d'aller. Or que nous avons un beau pays, monsieur. Quand vous partez à l'intérieur, vous êtes ébloui par les merveilles. Ébloui totalement, parce que ce n'est pas possible. Ouais. Mais on est obligé d'aller à l'étranger. Pourquoi pas? Donc, il faut une politique. Il faut que, par exemple, pour les Gabonais, ils aménagent des pourcentages spéciaux pour que ces gars-là puissent partir voir leur pays, parce que nous connaissons plus l'étranger que nos pays. Et ce sont les expatriés qui nous apprennent notre pays. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, merci vraiment, monsieur Onanga. Et donc, avez-vous mis en place des pratiques innovantes pour
améliorer l'attractivité, par exemple, de l'hôtel Heliconia, puisqu'on parle de relations clients, de community manager, mais aussi de relations publiques et marketing. Est-ce que vous avez mis en place? Oui, nous avions amorcé quelques démarches de réduction, par exemple, de consommation d'eau et d'énergie, mais sans moyens d'investissement significatifs qui sont toujours limités. Aujourd'hui, certains acteurs privés commencent à intégrer le digital et des pratiques éco-responsables. Mais ils ont besoin d'un accompagnement. Il faut toujours l'accompagnement. Et l'État, pour aller plus loin, doit mettre la main dans la pâte. Donc, restons un peu sur ce domaine de l'accompagnement. Que pensez-vous donc du partenariat public-privé? Eh bien, écoutez, le public, moi, ce que j'aime dans le privé, en fait, ce que j'ai constaté, parce que moi, j'ai travaillé à la fonction publique et puis... dans le secteur privé aussi. Dans le secteur privé. Dans le secteur public, il n'y a pas la rigueur. D'accord. Et on est un peu plus laxiste. Oui, on est plus laxiste. Très léger. Voilà. Il y a tous les cousins, il y a tous les oncles qui sont là. Ils viennent à 10h et puis ils repartent à 13h. Impossible donc d'être compétitif à ce moment-là. Impossible. Mais dans le privé, monsieur, c'est autre chose. C'est impossible. C'est la concurrence qui bat son plein. C'est la concurrence à 7h. Quand c'est 7h, c'est 7h, monsieur. Ouais. Vous êtes à 7h, quand vous devez finir à 15h, vous finissez à 15h. Bon, moi je me souviens, je finissais à 1h, 2h du matin, parce que dans l'hôtellerie, au poste de directeur, on ne part pas en même temps que les autres, il faut boucler les comptes, mais c'est d'une rigueur absolue, et vous avez obligation de résultat. Ouais. Attention, vous avez obligation de résultat. Si vous n'avez pas... Là, c'est nul, il n'y a rien à dire. Donc, c'est vraiment cette différence qui fait que les résultats et la compétitivité n'est pas progressive et effective. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens améliorent ça. Il faut changer de mentalité. Le changement de mentalité est vraiment exigeable dans ces conditions pour que les choses s'améliorent. Vraiment, le changement de mentalité, c'est aussi une idée qui est développée par le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qui appelle à la responsabilité et qui appelle à la construction commune du Gabon. Alors, monsieur Onanga, puisque nous sommes dans on va dire quoi, la responsabilité puisque nous sommes dans la responsabilité des éléments, alors quel a été votre sentiment suite à l'annonce du président de la République de la rénovation de Lancaster Rendama? Qu'est-ce que vous avez ressenti là en tant que spécialiste de l'hôtellerie? Qu'est-ce que ça vous a fait que le président décide de remettre en place ce joyau continental? Vraiment, je n'ai pas les mots sorciers. Je n'ai pas les mots sorciers pour qualifier cet acte. Ouais. Il est mémorable, il ne porte pas de nom. D'accord. Il ne porte pas de nom. C'est ce qu'il faut parce que regardez d'abord, quand on regarde la plage des hôtels, il y a quoi? Il y a l'ancien hôtel intercontinental. Il y a le Radisson Blu maintenant. Il y a le Radisson Blu. Il y a le Nomade qui est là aussi. Bon, le Nomade aussi. C'est tout. Mais même déjà dans le tourisme d'affaires, parce que le Gabon c'est le tourisme d'affaires, c'est 80% du tourisme d'affaires. D'accord. Est-ce que ces 80% suffisent, peuvent être hébergés dans ces hôtels? C'est pas possible. Il faut remettre, je suis fort aise de constater qu'ils sont en train de refaire l'hôtel Novotel. Vraiment, ce qui est une bonne chose. Mais il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'on aille à l'intérieur. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'intérieur. Je vous ai dit que je venais d'ouvrir l'hôtel. Mais quand vous partez ailleurs, mais vous couchez où? À Lambaréné encore, il y a le refuge, je crois. Et puis quelques hôtels. Mais ailleurs, vous couchez où? Allez-y voir le Ved Palace. Allez-y voir, je vous invite. Donc, il faut que on réouvre ces hôtels à Mekambo, partout, des hôtels qui ont quand même une certaine catégorie. On ne demande pas le luxe, mais hygiénique. Il faut que ce soit hygiénique. De l'eau potable, un bon petit déjeuner, parce que le déjeuner et le petit déjeuner, c'est ce qui renforce la journée. Un bon petit déjeuner, une bonne couchette avec des draps propres, blancs, et bien fait, avec de l'eau en constance, parce que l'eau est le seul liquide.
vous avez été à l'école primaire comme moi, l'eau est le seul liquide que réclame le corps. Le corps, exact. Mais vous passez des semaines entières, il n'y a pas d'eau et tout. Bon, nous encore dans les hôtels, nous nous organisons, nous avons des réserves d'eau et tout ça. Nous avons des groupes électrogènes et tout. Bon, ça passe, mais tout le monde n'est pas à la mesure de l'avoir. Donc, il faut que ces choses-là soient courantes. L'eau dans les robinets des domestiques doivent couler tous les jours. L'eau, c'est mortel être sans eau. Super. Donc, il faut absolument que ces choses-là. Mais sinon, c'est vraiment louable et j'en félicite. Bon, est-ce que j'en ai le droit? Mais je le dis quand même. Félicitations, Monsieur le Président. Il fallait ouvrir cet hôtel. Et allez-y mieux et plus. Allez-y mieux et plus par l'ouverture d'autres hôtels dans les capitales provinciales afin de pouvoir favoriser un hébergement à la hauteur des standards nationaux, des standards internationaux et régionaux. Alors monsieur, nous nous acheminons petit à petit de cette discussion. J'aimerais prendre juste 2 éléments avant de nous séparer aujourd'hui. Au regard donc de la dynamique de la 5e République, parce que c'est le socle même aussi de notre thématique d'échange, au regard de la dynamique de la 5e République en matière d'économie, de diversification économique, de promotion du tourisme. Vous mentionnez cela aujourd'hui. Donc, Monsieur Onanga, comment est-ce que l'hôtellerie peut-elle se positionner comme étant un levier clé de la croissance économique de cette 5e République qui voit le jour? Vous savez, et le tourisme, enfin l'hôtellerie, l'hôtellerie, comme on peut le dire, n'est pas un secteur d'appoint. N'est pas un point. Oui, non, n'est pas un secteur d'appoint. D'accord. C'est pas un secteur d'appoint, le tourisme. C'est un levier de transformation économique. C'est plutôt un levier de transformation économique. Super. D'accord. Et un créateur d'emplois. Un créateur d'emplois. Un moteur d'espoir pour notre jeunesse pendant des années, parce que vous voyez un peu, il n'y a pas de travail actuellement. Or qu'il y a ce secteur qui peut engloutir pas mal de personnes qui viennent. Regardez un peu, quand on constate que tous les hôteliers qui ont été formés deviennent des banquiers. Ouais. Parce qu'il y a un manque criard de structure. Donc il faut modifier ça. Il faut faire que les choses avancent autrement. Donc je disais que c'est un moteur d'espoir pour notre jeunesse. Pendant des années, les opérateurs privés ont tenu tout seuls, avec courage, abnégation, résilience, malgré les difficultés, les lenteurs administratives, les charges écrasante et le manque de soutien. Aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique politique que nous insurge le président, nous devons collectivement collaborer, n'est-ce pas? Collaborer et avoir une responsabilité commune, celle de ne plus laisser passer notre chance, parce que c'est une chance qu'on ait une 5e République, ne la laissons pas passer. Mettons-le à profit. Voilà. Et il est temps de faire preuve de lucidité, de courage, d'abnégation, de politique dans l'exigence. Très bien. Donc, il est temps de faire place à l'abnégation, au courage et de la gestion bien organisée. Ce sont les propos de M. Onanga que nous reformulons de façon succincte. Monsieur Onanga, merci d'être passé sur nos plateaux. Et merci pour ce partage d'expérience en matière de gestion hôtelière, mais aussi en matière de compétitivité sur les scènes continentales et régionales. Nous vous remercions. Nous vous disons donc que ici, c'est votre maison. Voilà, vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est aussi une plateforme qui vous est offerte pour faire la promotion de vos produits. Par exemple, vous êtes aussi directeur d'un fast-food juste en face de l'immeuble, comment on appelle ça encore, CNSS, voilà, j'y arrive. L'immeuble CNSS est juste en face de Gabon Télécom. Nous invitons donc les populations amoureuses de la gastronomie gabonaise à y aller afin de pouvoir se restaurer et de bénéficier des délices de monsieur Onanga Idjoumé Edgar Victorin du Bonheur. Merci monsieur.
Merci. Merci, moi aussi je vous remercie. Très bien, donc nous marquons cette petite pause avant de revenir sur le focus actu. Nous marquons cette pause avec la transition qui porte son poids sur la question du jour. Elle est la suivante. Que pensez-vous de la décision de la transformation locale du manganèse? Des tentatives de réponse sur cet élément de micro-trottoir de M. Shinobi Ngwang. Regardons. Oui, le manganèse, je suis content même de la décision parce qu'au moins on exporte depuis et ça ne crée pas des emplois. Si on a en ce moment la décision que le chef de l'État a pris, l'initiative qu'il a pris pour transformer sur place, ça va créer d'emplois à beaucoup de jeunes, des ingénieurs qui sont là, beaucoup de petits frères, bien des grands frères qui sont venus, qui ont appris, ils vont transformer sur place et ça va créer beaucoup d'emplois. Je suis content de la décision du chef de l'État. Il a pris une bonne décision, une bonne initiative de transformer sur place. C'est parce que moi, c'est que on consomme, on fait, on transforme sur place. C'est une bonne décision. Moi, je pense que c'est une très bonne chose du moment où on a une jeunesse sacrifiée. On a des diplômés de 2016 à 2025 qui sont au chômage. Au moins, ce sera au moins l'occasion pour eux de travailler. Quand on emploie toute la jeunesse, on ne peut pas sacrifier toute une jeunesse. Ce serait une bonne chose du moment où on va employer les autochtones. Je pense que c'est une bonne chose. Il est temps que les Gabonais profitent de leur propre richesse avant que l'extérieur n'en profite. C'est une sage décision pourvu que l'applicabilité suive. La décision du ministre qu'il a prise pour transformer le manganèse au Gabon, c'est une bonne initiative parce que ça va engendrer beaucoup de travail aux Gabonais. C'est une bonne chose. Oui, bon, c'est pas une mauvaise décision. Au contraire, ça va créer de l'emploi à la jeunesse gabonaise. Bon, l'idée, c'est une bonne idée, mais bon, super pour le ministre. Bon, monsieur le ministre, nous on veut ce qu'on veut, hein, en tant que jeune, on veut le boulot. Oligali, c'est bon, on veut le boulot. Comme il paraît que le ministre veut transformer ça en Made in Gabon. Et nous, ça nous fait plaisir. Moi, en tant que jeune Gabonais, l'idée n'est pas mal. Si ça peut aider certains frères et sœurs gabonais et gabonaises dans le pays, et puis que nous puissions produire beaucoup plus encore localement, c'est une bonne chose pour nous. C'est une production qui rapporte et qui nous revient de droit en fait. Donc je ne sais pas trop et bon. Deuxième partie de notre émission du jour, c'est Focus Actu et nous recevons sur ce plateau pour le décryptage, nos commentaires et l'analyse de l'actualité que nous avons retenu, Monsieur Jus Dengue, que nous saluons. Monsieur Jus, bonjour. Bonjour Monsieur Teddy. Bienvenue sur le plateau. Merci, j'espère que le week-end a été excellent de votre côté. Le week-end a été très excellent, nous avons célébré la vie ce week-end, nous avons profité aussi et nous bénissons Dieu pour la personne qui nous a permis de sortir et de pouvoir bénéficier de la vie. Nous espérons aussi que c'était aussi de la même chose de votre côté. Oui, de la même chose de notre côté. Et un carnet rose comme ça, spécial comme ça, à Inès. Très bien. Voilà. On ne la voit pas, mais c'est elle qui organise un peu tout ce plateau, que nous souhaitons encore un joyeux anniversaire. Vraiment, nous rappelons, nous réitérons notre joyeux anniversaire à notre voix d'or, mademoiselle Inès Igwe. Joyeux anniversaire en différé. Mesdames, messieurs, donc nous partons maintenant sur le décryptage de notre actualité et les thèmes ou encore les sujets retenus, c'est la deuxième sortie médiatique du porte-parole de la présidence de la République, monsieur Théophane Zenzam Biogué, qui a été reçu en plateau spécial sur la chaîne Gabon première chaîne nationale, où il a porté bien évidemment un regard assez aigu sur la transformation locale du manganèse. Puis nous
reviendrons sur la 32e assemblée annuelle de Afreximbank qui a vu la signature, 2 grosses signatures du Gabon pour favoriser ou encore dynamiser son économie avec des contrats assez puissants et fallacieux. Alors, Monsieur Juste Dengue, avant de passer au décryptage, nous regardons juste un extrait de cet entretien de Monsieur Théophane Biogé sur Gabon Première. Regardons cet élément. Pour la construction de 3 centrales énergétiques, la première à Libreville, la deuxième à Port-Gentil et la troisième du côté de Lambaréné. Pourquoi c'est important de parler de cela? Eh bien parce que lorsqu'on questionne la capacité de notre pays à transformer localement le manganèse, sa production de manganèse, on parle d'abord d'énergie. Oui, et d'ailleurs, l'ensemble des acteurs, y compris des représentants de l'opérateur que vous avez mentionné, se sont exprimés pour quelque peu remettre en cause la capacité énergétique de notre pays. Alors, pour ce qui est des besoins, on est environ à 1039 mégawatts. La production énergétique actuelle se situe autour de 704 mégawatts, avec 56% de cette capacité qui est détenue par le thermique et un peu plus de 46% qui est détenue par l'hydraulique, donc les centrales hydroélectriques. Il y a donc un déficit d'un peu plus de 330, voire 335 mégawatts. Je vous disais que la deuxième convention qui a été passée avec Afreximbank pour 112 à 113 milliards de francs CFA permettra de construire 3 centrales énergétiques. Eh bien, ces 3 centrales énergétiques permettront de produire un supplément de 300 mégawatts d'électricité. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est une partie des besoins que nous éprouvons par rapport à la demande actuelle qui va être, une partie importante, qui va être comblée par la construction de ces 3 centrales énergétiques. Donc, tout ceci s'inscrit dans la matérialisation, le début de matérialisation de cette ambition qui n'est pas une ambition folle. C'est une ambition. Alors, Monsieur Dengue, nous avons assisté une fois de plus à une masterclass du porte-parole de la présidence de la République qui a édifié le peuple gabonais sur la transformation du manganèse du point de vue local. Alors, de façon succincte, pour ceux qui n'ont pas pu regarder ce plateau spécial, que retenir de cette sortie? Alors, il faut comprendre que ce qui fait le porte-parole de la présidence de la République est vraiment très à saluer et très important parce que c'est cette communication-là que les populations recherchent. Vous comprenez? Il faut savoir édifier, il faut savoir informer parce que nous étions habitués à une communication parallèle. Là, aujourd'hui, on a une communication expansive. C'est-à-dire qu'elle permet d'être écouté un peu partout dans le Gabon avec des décryptages qui fait en sorte que le Gabonais qui doutait puisse comprendre les enjeux de la transformation du manganèse dans notre pays, vous comprenez? Et ça serait aussi pour dire qu'aujourd'hui, le manganèse représente aujourd'hui une grande part sur les finances publiques. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Gabon, en 2024, était le premier pays exportateur du manganèse. Donc, vous comprenez déjà l'enjeu économique et l'enjeu social. Alors, pour redynamiser ce secteur-là, il fallait que le président prenne des décisions fortes. C'est-à-dire, désormais, ça se transforme ici parce que les Gabonais, les jeunes Gabonais ont besoin de l'emploi. Et c'est tout ce qui fait en sorte que l'économie puisse être diversifiée. Et c'est ce qui fait en sorte que les ménages se trouvent un peu à l'aise parce qu'il y aura de l'emploi. Il y aura aujourd'hui cet échange économique-là pour que aujourd'hui le prix de la ménagère aussi qui est sûr, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'inflation des prix est un peu gros au niveau de notre pays. Donc ça va équilibrer le marché public à ce que les ménages soient rassurés. D'accord, donc les ménages pourront bénéficier de l'exploitation locale de ces minéraux, n'est-ce pas? Alors, quelle est donc la portée réelle? On va terminer avec cette question avant de partir sur notre deuxième sujet. Quelle est la portée donc réelle du plan gabonais d'interdiction de l'exportation du manganèse? Alors, l'interdiction, c'est comme je vous dis tout à l'heure, vous savez, entre 2012, 2009, 2008, Ali Bongo avait dit désormais les grumes n'allaient plus aller en France. Vous avez vu ce que ça enchaînait derrière. Une grande crise économique au niveau de la France. Et le président s'inscrit dans une dynamique nouvelle en disant la 5e République ne peut plus être cette République-là de désordre, bien d'anarchie. Il faut régulariser la 5e République. Il faut mettre les pentes pour que nous puissions aujourd'hui mieux bénéficier de nos propres richesses. Parce que vous savez que le manganèse ne profitait pas à tous les Gabonais. Il faut le dire parce que les Gabonais, moi je dis ce que les Gabonais pensent, ce qu'ils disent dans leur maison, dans leur ménage, en disant les richesses là, nous on ne voit même pas ça.
Ça nous apporte quoi? Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, en centralisant et en prenant cette décision forte, le président booste là, une fois de plus, l'économie de son propre pays. Parce que Mwanda est entre deux grandes provinces, je dirais comme ça, frontalières. Vous avez le Gwelolo, où les jeunes de Gwelolo pourront quitter Kulamoto pour aller travailler à Masoko, à Franceville. Vous avez non pas seulement le Gwelolo, mais vous avez aussi le Moyen-Ogwe, donc Lambaréné, où les jeunes pourront quitter le Moyen-Ogwe pour aller travailler à Lambaréné. Parce même que, aussi, voilà, même Langouni, parce que c'est des pays frontaliers. Vous comprenez? Des provinces frontalières. frontalières. Des provinces frontalières. Donc ça permet à ce que notre économie soit plus expansif, mais elle permet aussi de créer de l'emploi et la richesse pour notre pays. Donc elle permet de créer de l'emploi et de la richesse pour notre pays. Tels sont les enjeux de cette transformation locale du minerai, le manganèse. Et donc, monsieur Juste Dengue, permettez-nous juste un dernier élément, ensuite on bascule. Quel est le rôle que pourrait jouer Comilob ou encore Emirates dans ce processus-là? Alors, déjà, quel processus? Le processus aujourd'hui, c'est un processus, je veux dire comme ça, économique. Les enjeux, l'enjeu d'abord économique, mais aussi la rentabilité. Ça permet de voir un peu plus sur les bénéfices de ce produit-là qui part à l'extérieur. C'est-à-dire, on veut voir la recette. Qu'est-ce qu'elle donne comme coût? Qu'est-ce qu'elle réalise comme bénéfice? Et je pense que c'est à travers toutes ces démarches-là que la première autorité du pays a dit non, il faudrait qu'on puisse d'abord bien voir les choses claires. Et lorsqu'on va vendre, le produit a encore plus de valeur. Plus il est chez nous, parce que lorsque le produit quitte brut, va aller à l'extérieur, on ne voit pas les retombées économiques. Vous comprenez? Et lorsqu'on le transforme sur place, ça donne un coût. Parce que ça valorise la chose. C'est-à-dire que désormais, on transforme sur place. Mais pour transformer, on veut voir ce que ça coûte. Celui qui est à l'extérieur, qui veut venir acheter, vient acheter au coût du produit sur place. Et ça nous permet, comme je disais, d'avoir des finances assez claires, assez propres et assez dynamiques. Donc restons donc sur l'économie et le financement, et cette fois-ci un retour sur la 32e assemblée annuelle de l'Afrique Mince, le Gabon qui sort de cette assemblée avec deux gros contrats. Le premier est à hauteur de 3 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 1600 milliards de francs CFA, et le deuxième est l'équivalent de 112 milliards de francs CFA. Alors, le Gabon sort gagnant de cette assemblée-là. Bien sûr, je vous disais dans mes propos la semaine passée que beaucoup critiquent les voyages du chef de l'État, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le chef de l'État voyage. C'est pour dire aujourd'hui que notre pays avait besoin des ressources. Je vous l'ai dit, si vous vous souvenez, M. Teddy, qu'aujourd'hui, le Gabon est en train de se reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut des finances. Des financements. Ouais. Pour se reconstruire, il faut amener des investisseurs. Mais ces investisseurs-là ne viendront pas chez nous, chez le président est assis. On ne peut pas les trouver des bailleurs de fonds si nous sommes au Gabon. On ne peut pas les trouver des bailleurs de fonds pour développer notre économie si nous ne bougeons pas. Et je vous rappelle, comme je le disais la dernière fois, que de 1990 jusqu'à 2011, le Gabon a passé tout son temps qu'à faire la politique. On a oublié le développement de notre propre pays. Et le nouveau président aujourd'hui qui arrive, celui de la 5e République, dit non, il n'y a plus de temps de faire la politique. Il est temps de construire le pays parce que notre pays est en retard. Vous vous souvenez que durant les 42 ans de feu Omar Bongo Ondimba et le président déchu Ali Bongo Ondimba, vous n'avez qu'une seule grande université dans un pays. Vous comprenez que le regard et le malheur, il est profond. Vous comprenez? Aujourd'hui, si tu n'es pas inscrit à l'IOB, tu ne peux pas apprendre Noble de Gabon. Il faudrait payer. Il faudra avoir des grandes écoles. Vous comprenez que je ne veux pas citer ici pour faire leur publicité. Donc vous comprenez que c'était mal. Et le président réfléchit parce qu'il pense à la jeunesse. Comme je disais aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 75% de la population de notre pays. On fait quoi d'elle? Il faut trouver des mécanismes. Donc, c'est ce que le président aujourd'hui est en train de faire. Aller à l'extérieur, trouver les bailleurs de fonds pour redynamiser l'économie de notre pays. Donc, pour redynamiser, j'y arrive, l'économie de notre pays, c'est ce qui justifie les déplacements répétés du chef de l'État à l'international dans des colloques, des conventions, mais aussi des assemblées générales parlant de l'économie. On sent bien que le chef de l'État reste focus sur sa position de pouvoir faire du Gabon une nation digne d'envie. Bien sûr, lui-même il dit « je suis un bâtisseur ». Il vient pour bâtir le Gabon. Et c'est cette vision-là que nous devions saluer aujourd'hui. Mais à titre de rappel, on va vous dire que le Gabon est le seul pays qui sort du 32e sommet d'Afrique Banks
le mieux outillé avec 1600 milliards. Personne n'a fait mieux que le Gabon. Donc vous comprenez que c'est du potentiel, c'est de l'énergie, c'est du gros travail. Plus de combien de nations sont arrivées à Abuja, mais le Gabon sont premier avec tout cet argent-là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut saluer les efforts. Et maintenant, cet argent doit servir au développement de notre pays. Parce qu'on casse un peu partout à Libreville. Donc on aimerait bien que cet argent-là sert à des investissements tels que les logements, parce qu'aujourd'hui le plus gros problème de notre pays c'est le logement. Il faut savoir reloger les Gabonais parce qu'on n'a pas pu construire les logements dignes dans notre pays. Et je voudrais dire peut-être qu'aujourd'hui à l'État aussi, si aujourd'hui il faut construire des logements avec ces investissements-là que nous avions pris du côté d'Abuja, ce serait peut-être de mettre une taxe. Cette taxe-là pourra peut-être être payée par les Gabonais. Peut-être faire des prix forfaitaires pour ces différents logements, peut-être à hauteur de 30 millions ou 25 millions, mais avec des contrats où on pourra prélever dans chaque salaire de tout fonctionnaire. Mais peut-être ceux qui viennent aussi du privé pourront aussi bénéficier de cette grâce-là pour que le Gabon soit aujourd'hui conçu et, je dirais comme ça, développer, parce qu'aujourd'hui on a besoin de développement, que ce soit sur le côté médical, que ce soit sur le côté de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Il faut comprendre que ce sont comment on appelle ça, des structures d'où nous devions booster plus notre économie. Donc le Gabon est aujourd'hui une terre d'investissement, une terre de construction, une terre où le bâtissement est de plein pied. Monsieur Dengue, merci pour ces analyses et ces commentaires sur ces deux sujets. Nous sommes impartis par le temps, sinon nous creuserons davantage. Mais permettez-nous de vous remercier pour ces critiques avisées. Mesdames, Messieurs, nous marquons une petite transition avant de partir sur le Focus People, ce qui fait le buzz et les bons plans, qui sera animé par une personne que nous chérissons tous. Nous marquons cette transition avec la minute des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Regardons ensemble le spot publicitaire. Sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Cloutaire Oligui Nguema, Wabuna, la synergie nationale des jeunes cadres et l'appel des neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Troisième et dernière partie de notre émission, c'est le Focus People avec ce qui fait le buzz et les bons plans. Et cette rubrique est animée aujourd'hui par mademoiselle Inès Igwe, l'anniversaireuse. Bonjour. Bonjour Teddy. Une fois de plus, joyeux anniversaire en différé. Merci beaucoup. Good. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui pour les astuces, les bons plans et ce qui fait le buzz. Alors donc nous vous écoutons, édifiez-nous, instruisez-nous sur ce que vous avez prévu pour nous. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler d'un fait de société. Très bien. Nous nous sommes connectés sur Facebook et nous sommes tombés sur le témoignage d'une jeune fille de 25 ans. Waouh. C'est choquant, mais c'est quand même compliqué. Et donc, avant de rentrer proprement dit dans le sujet, j'aimerais que, M. Teddy, vous me donniez la différence que vous faites entre les filles de 2000 et celles de 90. La différence est assez marquante du point de vue comportemental et du point de vue de la vision du monde. Nous constatons que les filles des années 90 ont plus la tête à anticiper, prévoir, gérer, mais aussi elles sont décentes.
Elles sont décentes et plus réservées, tandis que les filles des années 2000 sont un peu plus ouvertes au monde et donc elles décident de pouvoir tester les capacités nouvelles dont elles ont et de se livrer parfois à la vie facile, par exemple. Voilà. Et donc, nous avons été émus qu'une jeune fille de 25 ans parle à cœur ouvert de ce qu'elle a fait. D'accord. Parce que pour elle, elle prenait son corps comme, on va dire quoi, une marchandise. Une marchandise. Voilà. Wow. Donc, elle se livrait à tout ce qui est fait. Elle était toujours dans le bruit, comme on dit. Et donc, elle dit qu'elle aurait aimé qu'on lui dise que son corps est comme une carte mémoire. Celui-ci retient tout et nous rappelle tout. Wow. Donc, elle a fait la vie. Et malheureusement pour elle, le verdict est tombé. Elle est atteinte du VIH. Et au travers de sa vidéo aujourd'hui, c'est un appel. Parce qu'elle fait la vidéo non pas pour être jugée, mais pour appeler ses jeunes sœurs que la vie, elle est très courte et très précieuse. Donc ne pas prendre son corps comme si c'était une marchandise. Et elle dit dans sa vidéo qu'elle ne sait même pas lequel de ses partenaires l'a filé la maladie. Filer la maladie, comme exactement. Wow. Donc aujourd'hui, on appelle à la responsabilité des uns et des autres. Nous sommes jeunes, c'est vrai, one life comme on dit, mais la vie est précieuse. On ne recommence pas. Le sida, c'est une maladie, tu vis avec jusqu'à la fin de ta vie. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de remède jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de remède. Et comme elle dit, elle prend ses médicaments, elle sourit au monde, mais le soir, elle se retrouve seule dans sa chambre et pleure en silence. Donc, on appelle aux jeunes filles, la vie est belle, ça c'est sûr, c'est carrément ma phrase, la vie est très belle. Mais se protéger. Nous sommes en période estivale, vraiment, protégez-vous. Jeunes filles, jeunes garçons. La personne qui ne veut pas mettre le préservatif, tu passes. Ta vie, elle est trop courte et très précieuse. Donc, la personne qui ne veut pas mettre le préservatif, tu passes. C'est assez clair. Et donc, permettez-nous, s'il vous plaît, la régie nous a préparé cet élément vidéo qui nous permet de pouvoir apprécier de nous-mêmes les propos donnés par cette jeune dame. Regardons cet élément. Regardons. J'ai 25 ans. On m'appelait Lago toujours fraîche, toujours bien habillée, toujours dans les voitures des grands monsieur, dans les grands coins, dans les hôtels 3 étoiles, avec le champagne à la main. Moi-même, je me disais, je vis ma jeunesse, je profite, j'ai le droit. Mais personne ne m'a appris que le corps avait une carte mémoire. Que le cœur lui aussi se fatigue et qu'un jour ton passé vient frapper à ta porte avec des résultats d'analyse. J'ai le VIH. Je vis avec le VIH. Je ne sais même pas lequel d'entre eux me l'a laissé en souvenir. Parce que pour eux, c'était un moment. Mais pour moi, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est une jeune fille qui n'a pas honte. C'est à visage découvert qu'elle a fait cette vidéo pour sensibiliser. C'est vrai qu'elle vient donner son témoignage, mais c'est une façon de sensibiliser également les autres. Le VIH, c'est une maladie comme toute autre. C'est vrai, ça fait mal. Tu vas devoir prendre les médicaments tout le temps, mais pourquoi te cacher? Elle reste une personne. Elle reste une personne. Voilà. Et il y a une grosse marge de responsabilité de cet individu à inciter d'autres jeunes filles à ne pas commettre les erreurs qu'elle a eu à commettre. Exactement. Vraiment, merci pour ce témoignage poignant. Et donc, qu'est-ce qu'on dit donc aujourd'hui pour ce qui fait... Non, pardon, les bons plans. Les bons plans, malheureusement, j'ai pas de bons plans aujourd'hui. On va plutôt parler d'un petit buzz, parce qu'il y a certains qui ont pris ça comme un buzz. D'accord. Donc, c'était une marche pour purifier, un silence pour se souvenir. Une marche pour purifier et un silence pour se souvenir. Exactement. Wow. Donc, le samedi 28 juin, date mémorable d'ailleurs, parce que d'abord mon anniversaire et par la suite, la cérémonie des Mpongwe qui a eu lieu. Ouais. Vous avez remarqué que Libreville, il y avait des embouteillages de partout, parce qu'il y avait une possession de marche. Donc, c'est la communauté Mpongwe qui, chaque 5 ans, fait une possession. C'est comme, on va dire, un chemin de croix. D'accord. On marche, on se pardonne, on rétablit l'équilibre entre le visible et l'invisible. Voilà.
Donc, le nom en mien, et j'espère que je vais bien prononcer, mes parents, vraiment, excusez-moi, Evanda Gagné. Voilà, c'est ça le truc. Donc, Evanda qui veut dire prière, et Gagné, panier dans lequel on dépose nos fautes. Mais quand même, la particularité de cette marche, c'est qu'on voit que les personnes sont pieds nus. Oui, c'est, on va dire quoi? C'est une façon d'être connecté. C'est question de spiritualité. On ne parle pas aux esprits en chaussures, en talons. Non. C'est pieds nus pour être directement connecté. Et donc, nous avons aussi eu le plaisir de voir le président, notre très cher président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris part d'ailleurs à cette possession devant le palais présidentiel. C'était un moment vraiment... Quand bien même, beaucoup estiment que le président ne devait pas se mettre debout devant le palais sans chaussures, mais on constate bien qu'il a cette fibre gabonaise qui l'emmène à pouvoir respecter la culture. Exactement. Nous sommes bantous. On ne va pas régner qui nous sommes au détriment d'autres cultures. Donc le président de la République, en homme sage, sait toujours se conformer, que ce soit à l'église, que ce soit de manière traditionnelle, il fait toujours les choses dans la norme. Donc le président fait toujours les choses dans la norme. C'est sur ces propos de mademoiselle Inès Igoué que prend fin notre émission du jour. Mais avant de nous séparer, regardons ensemble le mot du jour. Le mot du jour, c'est abossir. Abossir. Le terme abossir exprime l'idée de passer d'un couvert ou d'un mauvais temps ou d'une mauvaise période à un temps plus clair, plus ensoleillé, plus éclairci et à des moments plus agréables. Il traduit aussi le fait d'embellir, de bonifier quelque chose ou encore une personne. Nous vous souhaitons pour ce mois de juillet que votre mois soit ensoleillé, qu'il soit beau et qu'il soit plein d'opportunités. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à demain lorsqu'il sera 13h s'il plaît à Dieu. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous favorise aussi. Sous le haut parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Wabouna, la Synergie nationale des jeunes cadres et l'Appel des Neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon.